Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière? Merci. Parce qu'un jour comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai demandé est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit on n'entendait rien. Alors c'est pour vous dire que si vous restez passif, s'il y a un problème, moi je vous fais confiance, vous levez les deux mains, vous dites on n'entend rien, s'il y a quelque chose, c'est essentiel bien sûr qu'on se comprenne. Je voudrais demander aussi de baisser ces spots qui sont très lumineux et de mettre un peu plus de lumière sur la salle. J'aime bien voir les yeux des gens auxquels je parle. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Très bien. Non, le vert, ça allait. Le vert, ça allait. Vous pouvez laisser le vert. Alors, on va parler aujourd'hui, évidemment, pendant toute cette semaine, on a entendu des choses magnifiques, des spectacles éblouissants, des trous noirs, des galaxies, des choses, des belles histoires, ce que moi j'appelle la belle histoire. Mais il ne faut pas se cacher la tête dans le sable comme l'autruche. En fait, il n'y a pas que la belle histoire dans le monde. Et quand vous écoutez ce soir, si vous écoutez la télévision et que vous regardez vos journaux, eh bien vous allez apprendre des choses beaucoup moins belles, la crise écologique, la crise de l'environnement, les catastrophes qui se passent ici et là, le réchauffement planétaire, la déforestation de la planète. On est plein de questions, de problèmes. On sent que notre avenir est très menacé par tous ces problèmes. Et ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, il faut intégrer à la fois les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles et essayer de comprendre. La première chose à faire, si on veut se sortir d'une solution, d'un problème, c'est de comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'intégrer les deux éléments. Et ça, je l'ai fait pour moi-même en inventant l'idée de deux histoires. Il y a ce que j'appelle la belle histoire et la moins belle histoire. Et en les regroupant, on voit un peu mieux quelle est la nature du problème dans lequel nous sommes plongés. C'est un petit peu de cela que je voudrais vous parler, de vous montrer comment, dans quelle direction il est important d'aller d'une façon globale, je ne dirais pas au niveau de chaque problème, mais au niveau, comme on disait dans le passé, du point de vue de Sirius, et on pourrait dire maintenant du point de vue du Big Bang, ou du point de vue des galaxies, puisque Sirius, maintenant, c'est dans notre banlieue. À l'échelle de l'astronomie, c'est la banlieue. Il faut regarder de beaucoup plus loin de toute cette histoire de l'univers. Je vais vous parler d'un certain nombre de découvertes scientifiques qui ont été faites et dont les implications, les conclusions, les résultats vont bien au-delà du domaine de la science et des scientifiques, mais influencent toute la pensée humaine. Alors, je vais en parler de quelques-unes, et tout cela va être pour illustrer la belle histoire. Alors, c'est quoi la belle histoire? Je vous le dis en résumé déjà. C'est l'histoire de comment chacun de nous, moi et vous, nous sommes dans le monde, nous existons aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à avoir notre grosse tête pleine d'intelligence et qu'est-ce qu'il y a dans le passé, quel est le passé cosmique de la belle histoire, de quelle façon les étoiles, les galaxies, les planètes ont joué un rôle fondamental. Alors c'est de cela que je vais vous parler et je vais commencer par une première histoire, une première découverte scientifique qui s'est passée il y a à peu près 400 ans et qui est un bon exemple de tout cela. Voilà, donc première chose, des découvertes scientifiques qui ont changé notre vision du monde. Alors une des premières, c'est autour de la Terre. Alors pendant des milliers d'années, on a considéré que la Terre est le centre du monde. Et qui nous a montré que ça n'est pas vrai, un de ceux, il y en a plusieurs, c'est Galilée. Galilée, il a fait ses découvertes il y a à peu près 400 ans, et il a fait une découverte fondamentale sur laquelle il a réfléchi, et cette réflexion lui a appris des choses fondamentales. Alors, le voici qui regarde dans le ciel. En fait, ce n'est pas son télescope à lui. Il n'avait pas de télescope, il avait des jumelles, et des jumelles dont le pouvoir de résolution était bien inférieur à celui des télescopes que vous avez ici à Moroux. Il n'y a pas de comparaison. Mais pourtant, il a eu l'idée, il a été le premier à regarder la Lune, comme probablement vous l'avez fait ces jours derniers.
Alors, évidemment, il n'y avait pas d'appareil photo, donc il a dessiné la Lune. Voilà les premières images qu'il a fait. Ça sort bien, oui, les premières images. Et ce qu'il a découvert, c'est que la Lune a du relief. Regardez cette image, vous voyez qu'il y a du relief, ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on pensait auparavant, la Lune n'est pas une boule parfaite, pure, comme on le pensait, mais qu'elle a des montagnes. Voilà les montagnes telles que nous les voyons maintenant. Il est le premier à avoir réalisé qu'il y a sur la Lune des montagnes. Et qu'est-ce que ça lui a dit? Eh bien, voilà le résultat de ses réflexions. La Lune a des montagnes. La Lune est un astre. La Terre a des montagnes. La Terre est un astre. Voilà le raisonnement tout simple qui l'a amené à l'idée la Terre n'est pas le centre du monde, c'est un astre parmi tant d'autres astres. Et ce qui est étonnant, c'est intéressant de le voir, c'est qu'il n'est pas le premier à avoir regardé la Lune avec une jumelle ou un télescope. Il y a un astronome anglais qui s'appelle M. Harriot et qui a regardé lui-même, donc la Lune a des montagnes, la Lune est un astre, la Terre a des montagnes, la Terre est un astre. Et voilà ce qu'a vu avant lui un Anglais qui s'appelle Thomas Harriot. Et vous voyez la différence entre les deux dessins. Regardez ce dessin de Harriot, vous ne voyez pas qu'il y a du relief. Pourquoi Galilée, regardant la même chose que Harriot, a vu qu'il y avait des montagnes et l'autre ne l'a pas vu? C'est parce que Galilée est dans une tradition italienne de la Renaissance extrêmement riche. C'est la période où apparaissent les grands peintres, merci, les premiers peintres, et qu'on découvre la perspective. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup hier en particulier des rapports entre la science et l'art, mais là vous en avez un exemple. L'œil de Galilée, étant habitué à regarder des œuvres d'art, des tableaux, avait l'œil exercé et pouvait voir ce que l'autre n'avait pas vu parce qu'il n'était pas habitué. Je crois que c'est une remarque importante quand on parle des rapports entre la science et l'art. Là, vous en avez un très bel exemple. Et donc, première grande découverte, la Terre n'est pas le centre du monde. Et bien sûr, cette découverte a un impact formidable sur toute la littérature, sur toute la philosophie. C'est un des moments cruciaux de l'évolution de la pensée humaine où on cesse de penser que nous sommes le centre du monde et qu'on découvre que nous habitons une petite place quelconque dans l'univers, sur une planète, autour d'une étoile banale qui est le Soleil, autour d'une galaxie, ça on le découvrira plus tard. L'élément essentiel, c'est qu'il a découvert cette chose fondamentale qui lui a valu d'ailleurs des quantités de problèmes de la part des dominicains qui lui ont dit « Vous ne pouvez pas dire ça parce que la Bible dit que Josué a arrêté le soleil. » Or, si la Terre n'est pas le centre du monde, ça ne veut rien dire de dire qu'il a arrêté le soleil. Mais vous connaissez toute l'implication. Mais Galilée est allé plus loin. Galilée, après avoir regardé la Lune, il a regardé Jupiter. Encore une fois, sa lunette, vous ne voyez pas des images comme celle-ci. Vous ne verrez pas ça dans la jumelle de Galilée. Mais vous verrez quand même des choses intéressantes. Et si vous êtes venu voir le ciel, vous avez vu qu'autour de Jupiter, il y a des petits points, 4 petits points. Et de jour en jour, Galilée, qui observait, ça se passe en 1610, en janvier 1610, voyait que les 4 petits points étaient toujours là, mais qui se déplaçaient. Un jour, il y en avait 3 d'un côté, un de l'autre, 2, il y avait toutes les combinaisons. Et il est arrivé à l'idée des satellites, c'est-à-dire que s'ils se déplaçaient, c'est parce qu'ils tournaient autour de Jupiter et que donc, selon les jours, il y en avait plus d'un côté et plus de l'autre. Et c'est de là qu'il a imaginé l'image du système solaire. Jupiter et ses satellites, il s'est dit, c'est comme un modèle réduit du système solaire. Le système solaire, c'est très exactement cela. C'est une étoile, le Soleil, et des planètes qui tournent autour. Voilà de bons exemples du fait que on peut, à partir d'instruments très modestes, observer des choses. Qu'en réfléchissant sur ces choses, on peut arriver à des conclusions qui sont extrêmement importantes. En particulier, ça confirmait bien sûr l'idée que la Terre était un astre, si elle tourne autour du Soleil,
Et le résultat, qui est la conclusion la plus importante, c'était la Terre n'est pas le centre du monde, donc ça confirmait cette idée. Le Galilée va plus loin, il observe ensuite la Voie lactée. À cette période, la Voie lactée, on la voyait comme maintenant, on la voit très bien quand la nuit est claire, sauf qu'on pensait que cet élément blanchâtre qui justifie le nom Voie lactée, le lait, ou galaxie d'ailleurs, c'est le même mot, galactos en grec, ça veut dire lait, c'était pas quelque chose de nébulaire et de flou comme on le pensait, mais c'était beaucoup d'étoiles, mais des étoiles tellement nombreuses, tellement proches les unes des autres, vues de chez nous, que ça donnait cette impression nébulaire. Mais qu'en fait, c'était pas nébulaire. Il y avait bien sûr des nébuleuses, ça ils ne le savaient pas, mais il y avait surtout beaucoup d'étoiles. Et ils découvrent à ce moment-là les galaxies, c'est-à-dire cela étant la dimension du cosmos, cette idée que les Grecs avaient présentée auparavant, que les étoiles, on se demandait longtemps qu'est-ce que c'est une étoile, qu'est-ce que c'est ces petits points qu'on voit dans le ciel. Il y avait cette idée, mais que Galilée a confirmé, les étoiles sont des soleils. Sauf que la différence, c'est qu'elles sont loin. Et au lieu de nous éblouir comme le plein soleil, eh bien, on les voit à peine, et quand elles sont proches les unes des autres, elles donnent une impression floue, une impression de continu. Et il avait donc découvert que la Voie lactée est un tissu d'étoiles. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons des images qui le confirment abondamment, toutes ces étoiles que vous voyez là, et ça donnait tout d'un coup une idée de la dimension de l'univers, alors qu'on pensait qu'on vivait dans un tout petit univers avec des étoiles au plafond qu'on pourrait toucher comme dans un planétarium. Ben, ce n'était pas le cas, l'univers est gigantesque. C'est là qu'on prend conscience progressivement de la dimension absolument gigantesque de l'univers. Ça va se poursuivre après, quand on va découvrir que la Voie lactée, c'est une galaxie parmi d'innombrables autres galaxies, et qu'il y a, les dimensions de l'univers sont vraiment gigantesques. Si vous voulez une image de la dimension de l'univers observable, c'est-à-dire ce qu'on peut observer, c'est ce nombre de kilomètres que vous voyez là, c'est la dimension de l'univers observable. Mais est-ce qu'on peut observer tout l'univers? La réponse c'est non. On ne voit qu'une partie, qu'on appelle l'univers observable. La plus grande partie n'est pas observable, et la question se pose de savoir, l'univers est-il infini? Question que se posaient les Grecs déjà depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de discussions à Athènes, en Grèce, avec des gens qui disaient d'une part, l'univers ne peut pas être infini, parce qu'infini, ça n'a pas de sens. Et ceux qui disaient, eh bien, vous dites qu'il n'est pas infini, ça veut dire qu'il y a un mur. Oui, il y a un mur. Eh bien, si je monte sur ce mur et que je lance une flèche, elle va où, ma flèche? Vous voyez, ce débat a été... Maintenant, on n'a pas encore déterminé complètement, mais il y a des indications assez faibles que l'univers est infini. C'est le fait que la courbure de l'espace apparaisse nulle, et que dans l'univers qui a une courbure nulle, ça veut dire que c'est un univers infini. Alors, il y avait une autre vision ancienne qui a été également transformée par les observations. On croyait pendant longtemps, depuis Aristote, que l'univers est éternel. C'est Aristote qui a exprimé cette opinion, le premier. Il dit, il y a 2000 ans, l'univers a toujours existé et existera toujours. Rien ne change dans les dimensions du ciel, bien sûr. Il y a des choses qui changent sur la Terre, il le savait bien. Mais il disait, quand on regarde loin, on arrive dans un univers qui ne changeait pas. Et on va maintenant, grâce à un autre astronome, qui est Edwin Hubble, montrer que Aristote avait tort, qu'il y a du changement dans l'univers, et pas simplement du changement à notre petite échelle, mais des changements dans les plus grandes dimensions. Alors Hubble, évidemment, il a des instruments beaucoup plus performants que Galilée. C'est le début du XXe siècle. On commence à avoir des télescopes vraiment importants, vous le voyez, qui regardent le ciel. Et son sujet favori, c'est les galaxies. Il est le premier à observer en grand détail, par exemple, la galaxie d'Andromède, qu'on voit à l'œil nu, que vous avez vu peut-être au télescope. Et il peut regarder les autres galaxies et découvrir que l'univers est fait de beaucoup de galaxies. Si on se pose la question, de quoi ça a l'air l'univers quand on le regarde dans ses plus grandes dimensions,
Je vais vous montrer un document récent, qui est l'image la plus complète que nous ayons aujourd'hui. Vous allez voir une image dans laquelle il y a beaucoup de galaxies. De quoi ça a l'air l'univers? Chaque petit point ici, les petits, même les plus petits, ce sont des galaxies, et des galaxies qui, comme la nôtre, ont des nombres d'étoiles qui sont autour de 100 milliards. Donc nous lui devons indirectement, et à d'autres personnes, cette révélation des dimensions gigantesques de l'univers dans lequel nous vivons. Mais il y a une autre chose que Hubble a découvert. Il a fait une autre découverte qui est tellement stupéfiante que lui-même n'y croyait pas. Il pensait qu'il s'était trompé, que ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ses mesures. Et ce sont ses étudiants qui l'ont rassuré en lui disant « Non, ça va, cette découverte, elle est réelle ». Eh bien, qu'est-ce qu'il a observé? Il a fait ce qu'il pouvait faire avec son télescope. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un télescope quand on regarde les galaxies? La première chose, on peut mesurer leur distance. On peut, avec des techniques, savoir si elles sont loin et surtout si elles bougent. Est-ce qu'elles se rapprochent de nous? Si elles s'éloignent? Quel est leur mouvement? À quoi il s'attend, Galilée? Bien sûr, il s'attend à trouver, comme les étoiles, si on faisait la même chose sur les étoiles, on trouverait qu'il y en a qui s'éloignent, qu'il y en a qui se rapprochent, que c'est un peu aléatoire, que ça va dans toutes les directions. C'est pas ça qu'il découvre, Hubble. Il découvre ce résultat absolument stupéfiant, que les galaxies s'éloignent toutes. Presque toutes, en fait, mais à toute fin pratique, toutes. D'une façon extrêmement organisée. Elles ont un mouvement que vous voyez décrit là. Chaque petit point est une galaxie. Chaque flèche est le mouvement. Petite flèche, petit mouvement. Grande flèche, grand mouvement. Les galaxies qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Les galaxies qui sont loin s'éloignent vite. Vous voyez que ce n'est pas du tout un mouvement aléatoire, ce n'est pas du tout au hasard, c'est quelque chose de très organisé. C'est ce qu'on a appelé l'univers en expansion. Quand on dit que l'univers est en expansion, c'est que Hubble et d'autres collègues, c'était plusieurs, toujours, je nomme surtout les principaux, Hubble a montré que l'univers est en expansion. Littéralement, ça veut dire que chaque galaxie, quand elle regarde autour d'elle, voit d'autres galaxies et que ces autres galaxies s'éloignent de cette façon particulière. J'ai mis l'œil de Hubble au centre. N'en concluez pas que nous sommes au centre de l'univers. Chaque galaxie, chaque personne sur une galaxie, regardant les autres galaxies, voit cela, ce mouvement de l'univers en expansion. Ça, c'est l'autre découverte fondamentale, parce qu'elle va aller contre cette vision ancienne d'un univers qui ne change pas. Vous voyez qu'il y a du changement à l'échelle, à la plus grande échelle possible. L'expansion a pour résultat, bien sûr, que l'univers était différent dans le passé et sera différent à l'avenir. Parce que bien sûr, si elles s'éloignent, auparavant, ils étaient plus rapprochés et à l'avenir, elles seront plus loin. Donc il y a une histoire. Quand ça change, il y a une histoire. Quand ça change, quand rien ne change, il n'y a pas d'histoire, c'est du pareil au même. Mais une histoire, c'est typiquement raconter le passé et essayer de prévoir l'avenir. On est dans un contexte historique et c'est là que les physiciens vont commencer à avoir un autre métier. Les astrophysiciens et les physiciens vont s'associer pour reconstituer cette histoire, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour que l'univers soit ce qu'il est maintenant et essayer de voir comment ça va continuer. Donc les physiciens, les astrophysiciens se réunissent et changent de casquette. Ils mettent une casquette d'historien et ils mettent une casquette puisque l'histoire qu'ils vont raconter, c'est notre histoire, ils deviennent des autobiographes. Quelqu'un qui écrit son histoire, c'est un autobiographe. Et la grande démarche scientifique qui est faite à la fois par les astronomes, par l'astronomie, par des télescopes, des instruments et des télescopes, et par les physiciens, à l'aide de la physique, avec des accélérateurs comme celui qui est à Genève ici, des accélérateurs dont voici une salle de détection dont vous voyez la dimension. Ça, c'est un astronome ici, debout,
Vous voyez la dimension de ces détecteurs, c'est avec cela, bien sûr, qu'on a détecté le boson de Higgs et qui continue, c'est pas le seul, il y en a un peu partout sur la planète, à nous apprendre des choses sur le fonctionnement de la matière. Parce que si on veut reconstituer l'histoire du cosmos, il faut observer le cosmos, mais il faut aussi comprendre comment la matière fonctionne, quelles sont les lois qui tiennent compte de la matière. Et autour de cela va se bâtir ce scénario qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on appelle le scénario du Big Bang. Alors, le scénario du Big Bang, première chose que je voudrais vous dire, ça n'est pas la vérité. En science, on n'est pas dans la vérité. On est dans la plausibilité, dans la vraisemblance. C'est quelque chose, moi j'aime bien comparer cette recherche à ce qui se passe quand vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous achetez Que Choisir, et puis on vous décrit différentes voitures et on vous donne leurs qualités et leurs défauts. Puis à la fin, on vous dit, voilà votre meilleur choix. La voiture que nous vous recommandons, c'est telle voiture. C'est la même chose ici. On est tous dans cette question. Comment était le passé du cosmos? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs scénarios. Les physiciens inventent des scénarios. Et on vous donne les mérites relatifs de chaque scénario. Et on vous dit, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, à 99% des scientifiques, le meilleur scénario, c'est le scénario du Big Bang. Ça ne veut pas dire que ce soit définitif. Rien n'est définitif en science. Tout est toujours provisoire, c'est-à-dire à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui, en août 2014, au point de vue des observations et des théories, le meilleur scénario, c'est le scénario du Big Bang. Mais il est toujours possible que de nouvelles observations remettent en question ce scénario et qu'on soit obligé de faire machine arrière, qu'on soit obligé d'essayer de se gratter la tête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est à la fois la faiblesse et la force de la science. La faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de certitude, rien n'est jamais acquis, mais en même temps, sa force, c'est qu'elle est souple, elle peut s'adapter. Si on trouve des choses nouvelles, des observations nouvelles, ben on réfléchira et on essaiera de les comprendre. Donc, tout cela pour vous dire que le meilleur scénario, c'est le scénario du Big Bang. Vous êtes libre de le choisir, d'autres personnes ne l'aiment pas, chacun a son choix, mais c'est un peu ce que j'ai montré dans mon colloque fil vert l'autre jour, montrer que ça reste quand même, fil rouge, pardon, que ça reste quand même le meilleur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la théorie du Big Bang? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, elle nous dit, première chose, ce que Hubble a constaté, l'univers est en expansion, il est en mouvement, ce qui veut dire qu'il est en changement, ce qui veut dire qu'il n'a pas toujours existé, parce que si vous régressez dans le passé, vous allez arriver à un moment où il est tellement concentré que c'est ce qu'on appelle le début de l'univers, et que c'est cet univers qui apparaît, entre guillemets, à cette période, ce qui veut dire qu'on n'a aucune observation de ce qu'il y avait avant. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit c'est le début, ça veut dire qu'on n'a aucune observation de ce qu'il y avait avant. Peut-être on en aura un jour et on changera notre terminologie, mais tout se passe comme si l'univers avait un début, constitué à 13,7 milliards d'années. Cet univers est en expansion. Et là, il se passe quelque chose d'important. Ça, c'est autour de 1920-1930. Quelques années auparavant, Einstein a écrit la théorie de la relativité restreinte et générale, dont nous a parlé Michel Spiro hier. Et cette théorie nous dit qu'un univers qui est en expansion se refroidit. C'est ce qui se passe quand vous comprimez un gaz, il se réchauffe, quand vous le détendez, il se refroidit. Donc, l'univers est en expansion, il est en refroidissement, et on sait aussi par la physique que de la matière chaude émet de la lumière. Vous le savez, si vous allez dans une forge, vous allez voir le métal en fusion, il devient rouge, vous le voyez dans l'obscurité. Si vous continuez à le chauffer, il va devenir orange, jaune, il va remonter l'arc-en-ciel. C'est une loi de la physique. Plus la matière est chaude, plus elle émet de la lumière. Ce qui veut dire que si l'univers est en expansion, en refroidissement, il s'obscurcit. Il devient de moins en moins lumineux. La nuit est de plus en plus noire. Je ne vous parle pas évidemment du réchauffement planétaire qui ne se passe que sur la Terre. Je parle de la dimension générale de l'univers. Dans l'univers, la théorie du Big Bang, voilà ce qu'elle dit essentiellement, ce qui vraisemblablement va rester, mais on ne sait jamais.
L'univers est en expansion, il se refroidit, il s'obscurcit. C'est tout. C'est ce que dit le cadre de l'univers du Big Bang, fondé, encore une fois, sur la jonction entre les observations de Hubble, l'expansion, et les théories d'Einstein, la théorie de la relativité, qui vous dit que ça se passe comme ça. Le Big Bang vous amène à vous poser des questions, et en particulier un astrophysicien qui s'appelle Georges Gamow, que j'ai eu comme professeur quand j'étais étudiant, et qui était un homme très drôle, qui aimait toujours raconter des histoires. Il commençait ses cours toujours en nous racontant la dernière histoire qu'il avait entendue. Ils n'étaient pas toujours très drôles. On en riait poliment, parce qu'on était très impressionnés par ce grand homme. Et on attendait que M. Gamow ait fini de rire de ses propres histoires, qu'il riait longuement, et on attendait que, est-ce qu'il va recommencer son cours? Eh bien, cet homme, qui était un homme génial, s'est dit ceci. Imaginons que ce soit vrai, cette histoire du Big Bang. À cette période, on n'y croyait pas beaucoup. Imaginons que ça soit vrai. Et essayons de suivre dans le passé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, il s'est passé que, évidemment, si l'univers est en refroidissement, il était plus chaud dans le passé. Et si on va le plus loin possible dans le passé, on va arriver à un moment, il va y avoir une quantité de lumière fantastique. C'est pour ça qu'on a les mots Big Bang, l'image d'une explosion, d'un flash gigantesque. Et il s'est dit, il a dû y avoir un moment donné où la lumière dominait sur la matière. Mais il s'est dit, oui, mais d'accord, mais cette lumière qui dominait cette matière, qu'est-ce qui en est arrivé? Est-ce qu'elle est disparue? On ne peut pas disparaître de l'univers. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce qu'il en reste au moins une faible lueur, un vestige lumineux? Et il s'est mis à faire des calculs et il est arrivé à l'idée qu'il devait y avoir très exactement un rayonnement lumineux qui était comme le vestige de ce qu'il y avait avant, et il a calculé ses propriétés à partir de ses connaissances de la physique qui étaient très grandes. Et ça, il a fait cette prédiction en 1948, il a dit comme ceci: si la théorie du Big Bang est une bonne théorie, alors il devrait y avoir dans le ciel un rayonnement lumineux universel, puisqu'on parle de tout le Big Bang, il doit être parti, qui prouverait que cette histoire est valable. En 1948, personne ne l'a pris vraiment au sérieux parce que l'idée du Big Bang n'était pas très populaire à cette époque. Moi, j'étais étudiant, on n'y croyait pas beaucoup, ça semblait un peu farfelu. Mais Gamow disait, farfelu ou non, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est est-ce qu'elle peut faire ses preuves? Est-ce qu'elle peut être confirmée? Et il est arrivé qu'en 1965, des gens qui observaient le ciel pour des raisons tout à fait différentes ont observé exactement ce que Gamow avait prévu, ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile. C'est une lumière, un rayonnement qui n'est pas visible par nos yeux, mais qui est détectable par des radiotélescopes, qui est précisément cette image du début de l'univers. Je vais vous la montrer, vous l'avez probablement déjà vue. Je vais vous la montrer sous la forme suivante. Imaginons que vous ayez été là et que vous ayez regardé le ciel. Alors, ce n'est pas vraiment au Big Bang. C'est à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Voici ce que vous auriez vu. Je vais vous montrer cette image. C'est une image vraie, ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas une invention. Ce qui est inventé, c'est les couleurs. Ce sont des fausses couleurs, parce que le rayonnement radio n'a pas de couleurs, donc il faut associer des couleurs pour comprendre. Donc les couleurs sont fictives, mais les dégradés que vous allez voir sont réels. C'est un document qui est important, que vous devez avoir vu, et que voici quel aurait été l'aspect du ciel si quelqu'un l'avait regardé quand l'univers avait plus exactement 380 000 ans et que l'univers, le cosmos, était à 3000 degrés. Il était déjà beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, 3000 degrés. Et c'est à partir de ce document, aujourd'hui c'est un document capital, c'est à partir de ce document que nous tirons pratiquement tout ce que nous savons aujourd'hui sur le passé de l'univers, qui est un des fondements de la théorie du Big Bang, le fait que cette proposition de Gamow, qu'il devait y avoir ce rayonnement, a été prouvée, est une confirmation gigantesque de la théorie du Big Bang,
Et de plus, ce document et la forme des dégradés nous apprennent beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Voilà ce que je vais vous dire, sans vous donner tous les détails, on en aurait pour des heures. Qu'est-ce qu'on a appris à partir de ce document qui a été pris à plusieurs reprises, qui est maintenant une sorte de Graal, de Saint Graal, de ce document qui est comme le document des égyptologues pour l'Égypte. Alors voilà, le résultat le plus important qu'il nous a appris, je vous le dis en décrivant d'abord quelque chose de notre univers aujourd'hui. Nous vivons dans un univers qui est très richement organisé. Il y a des structures, des systèmes pratiquement à toutes les dimensions. Des plus grandes dimensions, les galaxies, les amas de galaxies, dans une échelle décroissante de dimensions, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des comètes, il y a des astéroïdes, tout cela existe, tout cela ce sont des types d'organismes qui ont une certaine structure. On arrive ensuite à l'admirable variété de la vie sur la Terre, plusieurs millions d'espèces de plantes et d'animaux. Et quand on continue vers les dimensions petites, on arrive aux molécules géantes, à l'ADN qui sont dans notre génome. Encore plus petit, on arrive aux petites molécules, l'eau, le carbone, le méthane, l'eau, le méthane, l'ammoniac. On descend encore, on arrive aux atomes, tous les atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le plomb, toutes les tables de Mendeleïev. Et puis on arrive au noyau des atomes avec des protons et des protons et des neutrons. Toutes ces structures aujourd'hui existent quelque part dans l'univers. Notre univers a un ensemble de structures formidables qui vont des toutes plus grandes jusqu'aux toutes petites. Eh bien, ce que nous apprend cette image, c'est qu'à cette période, l'univers est sans structure. Je vais vous dire ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas à cette période. Il n'y a pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de molécules, pas d'atomes, même pas de protons et de neutrons. Toute cette structuration qui maintenant existe n'existe pas dans cette image. C'est une sorte de chaos, de plasma incandescent qui contient quoi? Eh bien, il est fait de ce que nous appelons des particules élémentaires. Ces particules élémentaires, on les connaît, ce sont les électrons, ce sont les photons de la lumière, ce sont les quarks, et il y a aussi, s'exerçant sur ces particules, des forces. Quelle force? Ben, la gravité, que l'on connaît, que les enfants apprennent très tôt, c'est la première force que les enfants comprennent quand ils échappent leur biscuit, il y a la gravité. Quand ils mettent le doigt dans les prises de courant, ils apprennent qu'il y a la force électromagnétique. Et puis, il y a des forces nucléaires, il y en a deux. L'activité de ces forces sur ces particules va produire l'organisation de la matière et va être responsable de cette histoire du cosmos qu'on peut résumer en disant c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment on est passé à partir de ce magma incandescent jusqu'à toutes ces structures qui existent aujourd'hui, dont chacun d'entre nous, notre corps, est un exemple tout à fait typique des produits de cette structuration de l'univers. Et nous connaissons maintenant de mieux en mieux ce qu'on appelle les jeux favoris de la nature. La nature, je ne sais pas qui c'est, je dis la nature comme on dit la nature, mais chacun a une idée de ce que c'est. Eh bien, les jeux favoris de la nature, on va dire que la nature, c'est elle qui organise tout ça. C'est des termes flous, mettez des guillemets, mais on peut se comprendre. Quels sont les jeux que la nature emploie? Eh bien, elle joue un jeu qui ressemble beaucoup à ce qui se passe avec l'alphabet. Vous prenez des lettres et vous faites des mots. Par exemple, si je dis B, L, E, U. Quand j'ai dit bleu, une image est arrivée dans votre tête, le bleu. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Propriété qui n'était pas présente. Vous n'avez pas pensé que j'allais dire bleu, vous n'avez pas eu l'image avant que j'ai mis
ces lettres-là ensemble, dans cet ordre-là, pour produire cette propriété émergente. Eh bien, c'est le truc, si on peut dire, que la nature exploite tout au long de cette évolution du cosmos, et en particulier pour faire, par exemple, les atomes. Les atomes, elle va mettre ensemble des protons, des neutrons, des électrons, et ça va donner quelque chose qui a des propriétés à elle-même. Et on va prendre cet exemple. Ça, c'est une molécule d'eau. Alors là, ce sont des atomes qu'on associe pour former des molécules. Je prends de l'oxygène et de l'hydrogène, je les mets ensemble, je fais de l'eau. L'eau a des propriétés que n'ont nullement l'oxygène et l'hydrogène pris séparément. L'eau, c'est un solvant, tout le monde connaît ses propriétés. Ces propriétés apparaissent non pas en partie dans chaque atome, mais par l'ensemble seulement. Et maintenant, si je prends d'autres atomes de carbone, d'azote, d'hydrogène, et que je fais une molécule comme ça, c'est sucré. La propriété émergente, c'est que si vous en mettez un peu sur votre langue, vous allez goûter, ça goûte le sucré. Vous voyez, toujours cette idée des propriétés émergentes. Alors, on en fait des molécules gigantesques. Par exemple, nous avons des molécules comme celles-ci qui font partie de notre génome, toutes nos activités, l'ADN et tout cela, ce sont des exemples de structuration avec propriétés émergentes. Et dans l'histoire de l'univers, ces molécules vont se former progressivement, vont donner naissance à des êtres vivants, des petites bactéries qui vivent dans l'océan, qui ont leurs propriétés émergentes. Et puis ces cellules vivantes vont s'associer, puis vont former des animaux, des papillons. C'est toujours le même jeu que la nature joue, comme dans notre écriture, avec des lettres, nous faisons des mots, avec des mots, nous faisons des phrases, avec des phrases, nous faisons des paragraphes, des livres, des collections, des bibliothèques entières. Tout notre savoir est stocké sur ce truc. On prend des lettres, propriétés émergentes, mots, phrases, etc. Donc ça, c'est un des jeux, des secrets de la nature. Et cela nous amène à un événement important qui est, eh bien, un moment crucial de notre existence. Vous prenez votre date de naissance, vous soustrayez 9 mois. Vous arrivez à votre conception. C'est le moment où, dans le ventre de notre mère, des ovules rencontrent des spermatozoïdes. Voilà deux éléments qui, en se formant, vont donner une nouvelle propriété, un nouvel être, qui est chacun d'entre nous, avec des propriétés émergentes qui sont, par exemple, notre intelligence. Vous voyez, on retrouve le même schéma. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Vous fermez les yeux et vous dites « j'existe ». Vous prenez conscience de votre existence. Quand vous fermez les yeux et que vous dites « j'existe », vous faites une des prouesses les plus extraordinaires qui a existé jusqu'ici dans l'univers, bien au-delà des prouesses qui font gagner des médailles d'or aux Jeux olympiques. C'est une prouesse qui suppose que le corps humain, en définitive, il est fait de quarks et d'électrons. En dernière analyse, nous sommes des assemblages de quarks et d'électrons. Si vous voulez avoir une idée du nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans votre corps, c'est autour de 1 avec 29 zéros. 1 avec 29 zéros, ça dépend de votre poids, bien sûr, un petit peu, mais voilà le nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans notre corps. Pour arriver à prendre conscience de son existence, il faut que 10 puissance 29 particules, 1 avec 29 particules, se soient associées d'une façon absolument stricte pour produire un corps humain qui peut vivre, qui peut manger, qui peut se réchauffer, qui peut penser. La pensée est une propriété émergente de l'assemblage de ce nombre de particules. Vous voyez comment ça nous situe dans l'histoire du cosmos. Dans le cosmos, les quarks et les électrons dont nous sommes composés existaient au premier temps du cosmos, du moins c'est ce que nous dit la physique. Ils existaient, mais dans un état totalement différent
de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, ils étaient complètement dissociés. C'est-à-dire, ils erraient au hasard dans ce magma. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment progressivement, au cours des âges, grâce aux étoiles qui ont formé les atomes et les galaxies, grâce aux planètes sur lesquelles la vie est apparue, grâce à des quantités de chapitres qui impliquent la chimie, la physique, la géologie, toutes les sciences de la Terre sont des sciences physiques, sont des chapitres de notre existence et font partie de ce qu'on va donc appeler la belle histoire. C'est très exactement cela. La belle histoire, encore une fois, c'est comment nous sommes venus au monde, au travers de quel phénomène extraordinaire nous avons pu venir au monde. Et en particulier, nous savons maintenant que nous sommes très reliés aux étoiles. Les étoiles ont joué un rôle fondamental. Nous sommes des poussières d'étoiles. Les poussières d'étoiles, et je vais vous montrer un des chapitres les plus anciens de notre existence, des collisions de galaxies. On sait maintenant aujourd'hui qu'il y a des collisions de galaxies, et que ces collisions de galaxies, qu'est-ce que ça fait que deux galaxies qui entrent en collision? Eh bien, ça fait pas de toc, c'est pas des billes de billard. Ça fait comme des nuages qui s'interpénètrent, et ça crée des quantités de nouvelles étoiles que vous voyez ici, une quantité de nouvelles étoiles qui sont des étoiles géantes bleues. Les géantes bleues sont connues pour être les grandes productrices d'oxygène. C'est là que les atomes d'oxygène du cosmos se sont formés dans les brasiers stellaires où les températures sont de plusieurs milliards de degrés. Eh bien, ces atomes d'oxygène qui se sont formés, il faut savoir que le corps humain est composé à 60% d'oxygène. Donc, l'événement, des événements les plus anciens de votre existence remonte à 7 ou 8 milliards d'années, quand deux galaxies sont entrées en collision, à plusieurs reprises, c'est un phénomène général, mais quand des galaxies sont entrées en collision, qui ont formé des étoiles géantes bleues, qui ont formé des atomes d'oxygène, qui ensuite se sont propagés dans le cosmos, qui étaient présentes quand des nouvelles étoiles se sont formées. Voici une image d'une étoile en formation, une pouponnière d'étoiles. Voici des images d'une étoile en train de mourir, c'est-à-dire de rejeter dans l'espace les atomes qu'elle a formés. Vous voyez, c'est notre antiquité, c'est notre généalogie stellaire que cette histoire nous raconte et qui est donc la belle histoire. On a beaucoup parlé pendant cette semaine de ce fameux thème du hasard et de la nécessité. Il y a eu le marathon qui s'est produit au début de la semaine et puis notre ami Michel Spiro nous en a parlé encore. Je voudrais vous en parler aussi d'une façon un petit peu différente pour illustrer un peu le rôle du hasard et de la nécessité dans cette évolution du cosmos, dans notre propre existence, comment tout cela a joué. Et là, je vais vous citer une phrase qui a été écrite par un penseur ancien qui s'appelle Démocrite, qui vivait autour du temps de Jésus-Christ, et qui avait l'habitude de dire des choses difficiles à comprendre. On dirait qu'il était hermétique. Il aimait dire des choses difficiles à comprendre et les gens ne comprenaient pas. Et puis, un jour, il a dit cette phrase, il a écrit cette phrase, « Tout arrive par hasard et par nécessité. » Alors les gens disaient, mais ça n'a pas de sens. Si c'est par hasard, c'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, c'est pas par hasard. Eh bien, il a fallu 2000 ans pour qu'on comprenne que Démocrite avait raison. Et pour le comprendre, il a fallu le développement de la physique quantique. Jean-Marc Lévy-Leblanc en a parlé, de l'importance des phénomènes probabilistes. Probabiliste, ça veut dire du hasard, dans le passé. Et on le retrouve aussi en mécanique, dans la mécanique contemporaine d'aujourd'hui. Et on sait maintenant que M. Démocrite avait tout à fait raison, et je vais vous l'illustrer. Je vais vous l'illustrer avec des flocons de neige. Voilà. Vous avez reconnu des flocons de neige. On aime bien regarder les flocons de neige, c'est beau, et puis c'est varié. On peut en regarder beaucoup, on peut regarder indéfiniment, c'est toujours agréable. Pourquoi on aime les flocons de neige? Il y a deux choses qui font qu'on aime les flocons de neige. D'abord, parce que les flocons de neige, c'est une structure. Ça obéit à une loi. C'est une loi qui dit, vous aurez 6 pointes, symétrie hexagonale.
Les flocons de neige, dans leurs différences, ont toujours 6 pointes. Il y a une structure, une structuration. On aime bien voir des choses qui sont structurées. Mais il y a un second élément, c'est que les flocons de neige sont tous différents. C'est-à-dire que non seulement il y a de la structure, mais il y a de la variété. Il n'y a pas qu'un seul flocon de neige dans la nature, il y en a des quantités gigantesques. Et ça, c'est typique du comportement de la nature. Il y a des lois dans la nature, on le sait bien. Il y a des lois, mais ces lois ne sont pas totalement déterminantes. C'est-à-dire qu'elles ne disent pas exactement comment les choses peuvent se terminer. Quand les cristaux de neige ont eu 6 pointes, la nature, mettez des guillemets, dit « Ok, ça va, vous avez obéi, maintenant vous faites ce que vous voulez, free for all, ad libitum ». Donc vous avez une quantité de possibilités. En fait, c'est le fait que les flocons de neige se promènent dans les nuages qui font les giboulées et que selon l'humidité, la température, ils peuvent former des quantités de formes différentes. Ça, c'est typique de la nature. Il y a des lois qui structurent l'univers, mais ces lois ne déterminent pas complètement quelles seront la forme des êtres qui vont apparaître. Il y a, par exemple, je vais vous montrer des exemples de ce que la nature peut faire au travers de cette idée du cristal de neige. Je vais vous en montrer, vous allez en voir plusieurs, vous allez voir qu'elle a beaucoup d'inventivité, c'est son inventivité, elle peut imaginer des quantités de choses, elle réalise des quantités de choses, et si vous avez chez vous des livres sur les cristaux de neige, vous savez qu'il y en a des centaines de pages et que vous n'avez jamais retrouvé, jamais les mêmes, évidemment. Donc ça, c'est l'aspect dans lequel la nature joue sur les deux tableaux. Elle joue sur le tableau des lois. Il faut des lois, autrement on serait resté dans le chaos initial. Si l'univers s'est organisé, c'est qu'il y a des lois, il y a de la nécessité, comme on dit, mais cette nécessité n'est pas définitive, elle ne détermine pas complètement ce qui va se passer. Les papillons, dans la nature, ils ont un rôle, c'est de polliniser les fleurs. On aurait pu imaginer que la nature invente un papillon qui soit bon pour toutes les fleurs. C'est pas sa façon. C'est pas sa façon d'être. Elle aime jouer, et elle aime jouer et créer de la variété et de la diversité. Ce papillon que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez là aussi que les papillons arrivent dans des quantités de formes toutes plus belles les unes que les autres, et vous avez l'exemple ici de ces papillons que je défile devant vous. On pourrait continuer longtemps, on va s'arrêter là, mais là vous voyez comment les deux sont présents, comment Démocrite avait raison, tout arrive par hasard et par nécessité. Les deux jouent un rôle différent. Et là je vais passer à un autre programme, donc un petit moment encore une fois, où là maintenant je vais être obligé de vous parler de la moins belle histoire. Et ça, c'est moins drôle, évidemment, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Alors, ça se passe, l'univers, la belle histoire, elle a 13,7 milliards d'années, elle commence au Big Bang, la structuration, tout ça. La belle histoire, elle est beaucoup plus récente. Elle commence il y a à peu près quelques millions d'années, pas plus. Il se passe un phénomène qu'on ne comprend pas bien, en fait on ne comprend pas du tout. Il se passe quelque chose. Ça commence quelque part en Afrique. Il y a un animal qui acquiert une forme supérieure d'intelligence. Comment ça s'est passé, personne ne le sait, mais ça s'est passé. Une variété de singes proches des chimpanzés, le voici qui se gratte la tête en se demandant ce qu'il va faire. Un animal acquiert cette forme supérieure d'intelligence. Et cet animal, par ailleurs, il est très mal nanti pour vivre dans un univers hostile. Il n'a pas de grandes dents, il ne court pas vite, il n'a pas de carapace comme les tortues, il n'a pas il est mal armé pour se défendre. Ce sont nos ancêtres, l'ancêtre de ce qu'on appelle Homo sapiens ou d'autres noms. Nos ancêtres, à leur arrivée, sont vraiment mal protégés par la nature. Ils auraient pu disparaître parce qu'il y avait des ennemis terribles, des sabres, des tigres à grandes dents, tout ce qu'on sait maintenant de ce qu'ils vivaient
Mais ils ont eu un cadeau de la nature. Mettez des guillemets, hein, toujours. Ils ont eu un cadeau de la nature. Qu'est-ce qu'ils ont eu? L'intelligence. Ils ont eu cette intelligence qui va leur permettre de survivre. Les premiers humains sont mal armés contre leur environnement hostile. Ils ont une intelligence qui va les sauver. Ça va leur permettre de faire quoi? Ben, des armes. Ils vont arriver à faire des armes, des pièges, par exemple, qui vont leur permettre, malgré leur faiblesse, leur peu de possibilités. Alors, ils vont commencer avec des armes très simples. Par exemple, ils vont prendre des silex, ils vont en faire des dards. Et puis, comme ils sont vraiment intelligents, ils vont aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire des frondes qui leur permettent de tuer les animaux à distance. Ils vont faire des arcs avec des flèches. Ils vont faire des arbalètes. Ils vont faire des fusils. Ils vont faire des canons. Ils vont faire des chars d'assaut. Un jour, ils vont faire des bombes atomiques. Question. Où étiez-vous le 26 septembre 83? Vous ne savez probablement pas que ce jour-là, on a failli être exterminé de la planète. Il s'est passé ceci, c'est que ce monsieur que vous voyez devant vous, monsieur Stanislas Petrov, était aux commandes de l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique à Moscou. Il a reçu une information lui disant « Les Américains viennent de lancer une salve de bombes atomiques. Elles seront ici dans 15 minutes. » C'est le temps que ça met pour aller de l'Amérique à l'Union soviétique pour une fusée. C'est à vous de décider ce que vous allez faire. Il avait la responsabilité de pousser sur le bouton pour déclencher l'arsenal nucléaire, les bombes atomiques des Russes, et il n'a rien fait. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Heureusement, parce qu'on s'est aperçu après coup que c'était une fausse alarme. Il n'a rien fait quand on lui a demandé, il a dit « parce que j'ai pensé que c'était pas la meilleure chose à faire. J'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire qui aurait été déclenchée à cette période aurait pu exterminer l'humanité. Et on aurait pu ne pas être là maintenant. » Pourquoi il a fait ça? Simplement parce qu'il s'est dit... Alors, vous voyez jusqu'à quel point l'armement, les fruits de notre intelligence, nous met en danger et nous étions à la merci du jugement d'une personne. C'est important de se rappeler de tout cela. Aujourd'hui, la terreur nucléaire est terminée, il n'y a plus ces scénarios de catastrophes nucléaires, mais il faut se rappeler que nous sommes extrêmement en danger, fragiles, ça pourrait revenir, et que cela est dû non pas à des causes naturelles, mais, si on peut dire, mais à des causes humaines. Ce sont nos actions, notre intelligence qui nous met en danger. Alors, je recommence, il y avait 5 ogives nucléaires qui étaient en route pour la Russie. Vous voyez ce qu'aurait donné une explosion nucléaire. Vous voyez l'image de Hiroshima, l'exemple de ce que pouvait donner une bombe atomique. C'était heureusement une fausse alarme, mais l'humanité aurait pu être exterminée. Là, vous voyez comment l'intelligence, qui au début était fondamentale, un auxiliaire, une aide, qui a permis aux êtres humains de résister, de subsister, aujourd'hui, au contraire, son rôle est devenu potentiellement extrêmement négatif, parce que nous aurions pu être détruits par une guerre atomique, et nous sommes venus à 2 doigts de tout cela. Tout cela, maintenant, on le connaît parce que les archives du Kremlin ont été ouvertes. On ne savait pas que ce jour-là, il s'était produit cela. Cet homme a été puni par les autorités soviétiques, mais ensuite, il a été récompensé, on lui a donné des prix, on le considère comme un des sauveurs de l'humanité. Vous pouvez retrouver tout cela sur Internet si vous voulez. Vous allez voir à Stanislas Petrov, ils vont vous raconter toute l'histoire en détail. Mais je crois qu'il faut tirer des leçons de ces choses-là. Il faut tirer des leçons. Et alors, un autre aspect, c'est que, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre.
C'est-à-dire, si la bombe atomique nous menaçait et ne nous menace plus aujourd'hui avec une telle urgence, bien sûr, la guerre nucléaire pourrait revenir, personne ne peut être sûr. Mais heureusement, depuis la démantibulation, depuis que l'Union soviétique a été démantelée, on a commencé à démanteler également les ogives nucléaires. Il en reste encore, mais on n'est plus dans cette urgence dans laquelle on était de 1950 à 1990 essentiellement. Mais un autre danger est apparu, et ce danger, ça n'est pas un danger en 15 minutes, mais c'est un danger, je parle bien sûr de la crise écologique et de la détérioration planétaire, qui pourrait également nous éliminer. Il y a eu à Bonn, en 2008, une conférence dans laquelle on a montré que notre activité humaine est telle que nous éliminons des quantités d'espèces vivantes, plantes et animaux, et qu'on pourrait avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. C'est ce qu'on appelle le danger de l'érosion de la biodiversité avec le réchauffement planétaire, avec la pollution. Ça fait partie des nuages noirs qui s'accumulent sur notre ciel. Alors, cela amène une question. La question, c'est simplement ceci. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Le fait que ce beau cadeau qui nous a permis de survivre aujourd'hui, dans le passé, aujourd'hui nous met dans une menace, est-ce qu'on peut dire que la nature nous a fait un cadeau empoisonné? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu naître des tortues? Parce que des tortues, c'est pas très intelligent par rapport à nous, mais des tortues, ça existe depuis 200 millions d'années. Les tortues se sont développées, ont passé toutes les crises naturelles, climatiques qui ont eu lieu, parce que, pourquoi? Parce qu'elles s'étaient adaptées et elles vivaient en harmonie avec la nature, ce que nous ne faisons pas. Au contraire, nous détruisons la nature. L'être humain est un grand saccageur. On le voit justement dans cette élimination des forêts, de tout cela, et que cette destruction qui nous est possible parce que nous sommes intelligents, aujourd'hui nous avons des machines qui peuvent couper les forêts plus vite que n'auraient coupé des milliers de bûcherons pendant des années. Nous avons des machines à pêcher les poissons, qui sont capables de pêcher les poissons à une telle vitesse que nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent. Vous voyez, il y a cette limite. On peut être aussi intelligent qu'on veut, on peut être capable de faire d'une technologie fantastique. Il y a des limites qui sont imposées par la nature. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, je dirais, en conclure, on peut dire ceci: quel est l'avenir? L'avenir, je pense que la vie va continuer sur la Terre. Nous ne sommes pas en mesure, quoi que nous fassions, d'éliminer toute la vie. La vie va continuer sur la Terre, mais les humains pourraient disparaître. Moi, quand j'étais enfant, on nous enseignait que nous sommes le chef-d'œuvre de la nature, le but de l'évolution, que nous sommes top partout. C'est pas vrai. Nous sommes parmi les plus fragiles et des espèces qui pourraient disparaître. Et maintenant, on va faire un scénario catastrophe. On va dire, supposons qu'il y ait effectivement des événements et que l'humanité disparaîtrait de la Terre. Alors, un point de vue serait de dire, dans le fond, ça s'est passé de nombreuses fois. Il y a des millions d'espèces qui sont apparues et qui sont disparues parce qu'elles n'étaient pas en mesure de s'adapter. On pourrait dire, est-ce que ce n'est pas une simple anecdote? Pour nous, c'est dramatique, évidemment, pour nos enfants et nos petits-enfants, mais après tout, c'est arrivé de nombreuses fois, une fois de plus, une fois de moins. Je défendrais l'idée que ça n'est pas une simple anecdote, qu'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait déplorer la disparition de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité a fait des choses, les hommes n'ont pas fait que des bêtises. Ils ont fait des choses qu'aucune autre espèce vivante n'a fait jusqu'ici. Ces choses, ces éléments, ces comportements disparaîtraient irrémédiablement. La vie continuerait vraisemblablement, le soleil, la Terre continuerait à tourner autour du soleil, le printemps viendrait, il y aurait des fleurs, il y aurait des oiseaux, il n'y aurait plus d'humanité. Il y a 3 éléments qui me paraissent essentiels, il peut y en avoir plus, chacun d'entre vous peut essayer de penser à d'autres, mais moi il m'est venu à l'idée 3 éléments
qui disparaîtraient inexorablement et que ça serait vraiment dommage. Est-ce que ce serait une simple anecdote? Les éléments qui disparaîtraient et qui, je crois, ce serait dommage, c'est d'abord l'art, la culture. Nous sommes la seule espèce qui a fait les tableaux de Vermeer, nous sommes la seule espèce qui a fait Mozart, Beethoven, Bach, toute la musique. Vous imaginez bien que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius s'il n'y avait personne pour les surveiller. Ce serait terminé, on n'en parlerait plus, mais ce serait dommage. Un deuxième élément, c'est la science. Justement, ce que nous avons appris, nous sommes la seule espèce qui a déchiffré les lois de la physique, qui a découvert le passé du cosmos, le Big Bang, qui a découvert les antibiotiques, qui a découvert plein de choses. Tout ça disparaîtrait et les grands instruments d'observation du cosmos, les radiotélescopes et les télescopes qui nous ont révélé des images que personne n'avait vues jusqu'ici. Par exemple, les galaxies ou les nébuleuses ou tout ça disparaîtrait inexorablement. Mais il y a un troisième élément qui est important et que je voudrais maintenant présenter de la façon suivante, avec une petite fable. Il y a un nid d'oiseaux, et dans ce nid d'oiseaux, il y a 4 oisillons. Il y en a 2 qui sont malades, il y en a 2 qui sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les enfants en santé, les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. Ça, c'est évident, on le voit partout. Pourquoi? Alors, les biologistes expliquent ça en termes de ce qu'on appelle la génétique, la génétique, c'est-à-dire que des oisillons qui sont malades ont vraisemblablement des gènes qui ne sont pas en bonne santé. Donc, pour l'avenir de la lignée, c'est pas bien de les conserver plutôt que ceux qui sont en santé. Il vaut mieux favoriser les oiseaux, les oisillons en santé. Ils auront des enfants sains, etc., tandis que les autres auront peut-être des problèmes génétiques, etc. Maintenant, dans une autre scène de la petite fable, c'est une famille humaine. Il y a 2 enfants. Il y en a un qui est malade et l'autre est en santé. Les parents nourrissent l'enfant malade, autant ils s'occupent de lui, autant et peut-être plus que celui qui est malade, que celui qui est en santé. Ça a l'air illogique sur le plan de la génétique, ça a l'air illogique. Il faudrait mieux nourrir l'enfant en santé comme il valait mieux nourrir les oisillons en santé. Pourquoi les êtres humains, et ça existe aussi chez d'autres animaux, pourquoi est-ce qu'ils favorisent contre ce qu'on pourrait appeler le bon sens, s'occuper des êtres qui sont malades? C'est parce que dans l'évolution, au cours de l'évolution, on ne sait pas très bien comment ça se passe, il y a des théories variées, est arrivée une chose qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire le fait, chez les êtres humains, d'avoir envie de s'occuper des gens qui sont malades, c'est-à-dire d'être malheureux de voir des gens souffrir. C'est ça la compassion, c'est le fait que les gens qui souffrent autour de vous vous affectent et vous avez envie de vous en occuper. Alors cela est responsable, par exemple, de l'existence de la Croix-Rouge, d'Amnesty International, de la médecine, des hôpitaux, du fait que dans l'humanité, s'occuper des malades est une chose qui nous est naturelle et qui nous est même invitante. Ne pas le faire nous ferait sentir mal à l'aise. Donc ça, c'est le troisième élément. Premier élément qui disparaîtrait avec l'humanité, c'était l'art et la culture. Deuxième, c'est la science. Et le troisième, c'est tous ces mouvements que nous appelons des mouvements de compassion et qui fait que tout cela disparaîtrait. Alors, j'arrive au dernier chapitre de mon histoire maintenant, c'est ce qu'on peut appeler le réveil vert. Le réveil vert, c'est quelque chose qui se passe depuis un peu plus d'un siècle, ça n'est pas récent. C'est le moment où la première fois des êtres humains, voyant le carnage
que provoquent les êtres humains, la disparition des espèces, des baleines, des bisons qui étaient massacrés en grand nombre jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a quelque chose qui se passe vers 1875. C'est le premier moment où on voit dans l'humanité, tout le monde a déploré ces comportements des humains, même Pythagore a des phrases très dures pour les humains qui sont cruels pour les animaux, mais ils ne font rien en pratique. Ceux qui font quelque chose, ça se passe en Californie, ça s'appelle le Sierra Club, et c'est le moment où se produit, où se fait la première association pour la protection des animaux. Et de là sont nés, en particulier, les premiers parcs nationaux qui sont Yosemite, Yellowstone, qui sont les premiers mouvements. Et un des héros de cette création d'une réaction active pour protéger les animaux, c'est quelqu'un que je crois qu'il faut lui rendre hommage, c'est M. John Muir. John Muir est celui qui a fait le Sierra Club, qui a fait les premiers parcs nationaux. Ensuite, ça se continue, ça arrive en Europe au début du XXe siècle, ça se répand un peu partout, les associations, les conférences, toutes les conférences variées qui ont eu lieu pour la préservation de la nature. Il y a eu celle de Rio, Johannesburg. Les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur, loin de là, mais c'était des pas, des petits pas. Je crois qu'il ne faut pas attendre que tout d'un coup tout ça va se régler. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut se réjouir chaque fois qu'il y a des petits pas. Et il y a à Paris, l'an prochain, en 2015, la prochaine réunion pour la protection de la nature, et on s'attend, on espère que ça va être quelque chose de très favorable. Alors je voudrais citer deux autres personnes qui ont joué des rôles importants. Voici une personne qui a été très importante, c'est Mme Rachel Carson, c'est en 1960. À cette période, aux États-Unis, on utilise le DDT contre les moustiques partout. Moi, je me souviens que là où j'étais, il y avait des avions qui dispersaient du DDT. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux », c'est-à-dire, elle disait, ce DDT tue les moustiques et aussi les oiseaux. Donc, elle s'est élevée contre le fait qu'on était en train de massacrer les oiseaux. Elle a rencontré le président Kennedy. Kennedy a réussi à faire une protection, une interdiction du DDT. C'était un grand moment de la restauration de la nature. Alors, question, je termine là-dessus. Que pouvons-nous faire maintenant ? Quand vous faites des conférences comme ça, les gens vous disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, je vais faire une suggestion. Je suis le président d'une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et notre action, c'est ce que nous appelons, alors voilà notre logo. Notre action, c'est de faire ce qu'on appelle des oasis nature. Ici, sur la ferme, Bruno Monfillier a décidé de faire de sa ferme un oasis nature. Un collège ici qui porte mon nom est devenu aussi une oasis nature. Qu'est-ce que c'est une oasis nature? Eh bien, nous ne pouvons rien, personnellement, ou peu de choses, contre la déforestation. Le fait que le Brésil coupe ses forêts, ou le Congo, ou l'Indonésie, on n'y peut rien. Mais nous avons tous, ou presque tous, des bouts de terrain, que ce soit un balcon, un petit jardin, un grand jardin, sur lequel nous pouvons décider légalement de dire, sur ce terrain, on va protéger la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique, évidemment, éviter les pesticides, qui sont la cause précisément de la destruction des animaux, des abeilles, des papillons, des vers de terre, tout cela, c'est-à-dire avoir une attitude vis-à-vis de la nature qui est d'encourager la nature chez soi, la nature sauvage, d'éviter de la détruire, et puis aussi, si possible, de pouvoir accueillir les oiseaux, les insectes, il y a des quantités de choses qui se font aujourd'hui, qui font que quelqu'un qui dit « moi, je décide que, puisque j'ai des droits sur ce terrain, je vais en faire quelque chose de positif, je vais m'inscrire. » Il faut d'abord s'inscrire à notre groupe qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Je m'inscris dans ce mouvement et je demande d'avoir un oasis nature dans lequel je m'engage à faire quelque chose de positif. Alors vous êtes doublement récompensé, d'une part parce que vous aidez la nature sur le bout de terrain que vous ayez, que ce soit un balcon ou un grand jardin,
Et de plus, psychologiquement, c'est très important parce que vous avez l'impression de faire quelque chose. Vous vous dites, moi, je ne suis pas à la dérive, je ne suis pas perdu dans tous ces mouvements de destruction de la nature. J'ai fait ce que j'ai pu. Il y a une jolie fable qui s'appelle la fable du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous la raconter. C'est un grand feu de forêt. Il y a des camions, des pompiers, tout ça, tout le monde s'occupe. Et il y a un petit colibri. Et le petit colibri, il va chercher une goutte d'eau dans la rivière et il vient la déposer sur le feu. Et les gens lui disent, mais de quoi t'as l'air, ta goutte d'eau, c'est quoi à côté de l'incendie, de l'importance de cet incendie? Et le colibri répond, eh bien, je fais ma part. C'est très exactement ça, d'avoir l'impression de faire sa part dans quelque chose qui va mal, qui est destructeur, et de se dire, à la fois, je protège la nature, et cela me donne à moi-même une impression positive. On le voit beaucoup, on a beaucoup d'écoles qui sont devenues des oasis nature. Les mômes qui font des petits jardins dans leur école, qui font du compost, qui font toutes ces choses-là, on voit que ça leur donne un impact psychologique important. Donc voilà, vous trouverez, si ça vous intéresse, sur Internet, vous regardez Humanité et Biodiversité, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour faire vous-même quelque chose de votre domaine, et ce quelque chose vous rétribuera en vous donnant l'impression que vous avez fait quelque chose. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci.